Christophe Jacobussi nous a rejoint. Bonsoir Christophe. Bonsoir Olivier, bonsoir Vincent Payon. Bonsoir. Je ne résiste pas au plaisir de commencer cette séquence en faisant réécouter au ministre de l'Éducation nationale, qui prône en plus le retour de la morale laïque, une phrase que vous avez prononcée tout à l'heure, après avoir parlé des accords que vous aviez pu avoir avec François Hollande. Tout cela est derrière nous, avez-vous dit? Non, pas exactement, vous n'avez pas dit ça, on écoute. Honnêtement, tout ça, grâce à Dieu, est derrière nous. Le grâce à Dieu est un lapsus. Non, pas du tout. Il ne me gêne pas. Je ne ferai pas comme Jaurès dans son grand discours sur la laïque, disant, vous le connaissez par cœur, j'imagine, dans ce grand discours qui est fondateur de la loi de 1905, que lui n'avait jamais eu peur, et dans sa thèse, et à la tribune, de citer Dieu, dont il ne donnait pas le même sens, évidemment, que les religions, donc je ne vais pas vous embêter avec ça. Mais quand je l'ai prononcé, c'est vraiment l'usage, hein, je me suis dit, ça va être noté. Ça a été noté. Bon, on va parler justement de la religion. Vous savez quand même, parce que c'est amusant, ouais. Les gens ne savent pas ça, ils ont une image, on parlait tout à l'heure des femmes voilées. Les devoirs envers Dieu sont restés dans les instructions jusqu'en 1923. On imagine les barbus de 1880 arrachant les crucifix. Hein. En réalité, tout ça a été fait avec beaucoup d'intelligence. Et je crois d'ailleurs, parfois, c'est ce temps long dont on parlait, peut-être aussi des réserves, il ne faut pas tout montrer tout le temps, que les choses ont été faites avec tranquillité, douceur et dans le fond, efficacité. Alors la religion aujourd'hui revient en force dans nos débats de société, par exemple sur le débat sur ce que vous appelez le mariage pour tous, c'est-à-dire l'extension du mariage aux gays et aux lesbiennes. Vendredi, le cardinal Barbarin, archevêque de Lyon, a prononcé des paroles pour le moins ambiguës et pour le moins polémiques. On va les réécouter. Après, ça a des quantités de conséquences, mais qui sont innombrables. Parce qu'après, ils vont vouloir faire des couples à 3 ou à 4. Après, un jour peut-être, je ne sais pas quoi, l'interdiction de l'inceste tombera. Enfin, si vous voulez, à partir du moment où il y a quelques repères qui sont majeurs et fondamentaux. Rupture de société, vous. Oui, c'est une rupture de société, mais je pense que tout le monde en est conscient. Donc assimiler le mariage homosexuel à un ménage à 3 ou 4, voire à la levée du tabou de l'inceste, c'est acceptable? Vous savez, finalement, ce qui serait dommage pour l'Église, parce que ça a été notre histoire, ça n'a pas été partout pareil, justement. C'est ce qui fait la différence avec beaucoup des pays anglo-saxons ou des pays confession protestante autour de nous. C'est que notre Église, il y avait des gens d'ailleurs, a toujours bloqué sur les avancées, en tout cas presque tout le temps. Que ce soit l'introduction du darwinisme, que ce soit... Quand vous regardez, elle s'est mise du côté de la conservation et de la réaction. Même s'il y a eu à un moment, y compris dans les Écritures, je pense à Alfred Loisy, des gens qui ont voulu quand même un catholicisme social, un catholicisme en phase avec son temps. Bon, voilà, c'est de l'ordre de l'injure, de l'amalgame, peut-être du fantasme hein, chez ce monsieur, mais c'est sans grand intérêt. Je vais vous poser une question là-dessus quand même, parce que le refus de la polygamie, est-ce que c'est pas quand même une valeur religieuse chrétienne, en tout cas, à l'origine hein, juive, il a fallu du temps, et même encore dans certains cas, c'est pas tout à fait établi, musulmane, pas du tout. Donc, est-ce que c'est pas plutôt une valeur religieuse? Parce que dans le fond, je vais me faire un peu provocateur, mais la laïcité, de quel droit elle pourrait interdire la polygamie dès lors que cette polygamie serait consentie par l'ensemble des partenaires? D'ailleurs, bon, chacun ses fantasmes ce soir. Non, mais je vous pose la question philosophiquement. Oui, mais comme ministre de l'Éducation, je vais vous répondre assez nettement qu'elle sera interdite. Très bien. Et par référence laïque. Je suis prêt à parler avec vous parce que ça aurait pu être une proposition dans la présidentielle, mais on ne l'a pas testée. Bon, en tout cas, on parle de mariage gay qui n'est pas tout à fait la même chose que ni la polygamie ni l'inceste, on est d'accord. On va parler maintenant d'un autre débat qui va surgir cette semaine, puisqu'au Conseil des ministres va être examiné la loi qui ratifiera le traité budgétaire européen. On va vous réécouter, vous nous avez parlé de vos convictions européennes. On n'est pas du tout dans le même contexte, c'est pas le même texte qu'en 2005. Moi, je suis fédéraliste, je l'ai toujours été. Donc j'ai fait un non au traité européen, et je connais bien l'Europe pour avoir été longtemps un député européen, précisément parce que je voulais plus d'Europe. Alors c'est intéressant parce qu'on sait qu'à gauche, il y a débat sur ce que doit être la future Europe. D'abord son orientation budgétaire, c'est ce qui vous divise, notamment avec la gauche de la gauche. Mais aussi vous parlez de fédéralisme. Est-ce que vous pensez qu'il est effectivement temps, il est l'heure aujourd'hui de revenir à
une construction européenne qui va vers des abandons croissants de souveraineté et donc à du fédéralisme. Dès lors que, vous avez vu sur les dettes, dès lors qu'il y a de la solidarité, qu'on veut agir ensemble, ce sont des parts de fédéralisme. Après, la crainte des gens, c'est que précisément, il n'y ait pas les instruments démocratiques exactement, de pour contrôle, contrôler ces pouvoirs. Et donc, cette avancée doit se faire en même temps. Il y a le fédéralisme économique, l'intégration. Il doit y avoir des éléments politiques plus forts. Mais je le crois depuis longtemps, que c'est la seule avancée possible Parce pour que ça fait l'Europe. quand même 10 ou 15 ans qu'on ne parle plus de ça. Il y a eu, dans les années 90, il y avait cette sorte d'idéal fédéraliste européen, bien et sûr. il y a eu les désillusions de peut-être de l'euro, d'une forme de construction européenne plutôt libérale, qui font que les Français aujourd'hui sont très sceptiques sur la nécessité d'aller plus loin dans davantage d'Europe. Dans le fond avant, parce que le grand rêve des républicains français, même de la première internationale, c'était les premiers grands congrès de la paix. C'était précisément ce rêve, souvenez-vous de Victor Hugo, Garibaldi, c'est les États-Unis d'Europe. Lorsqu'on construit cette Europe ventre mou, d'une certaine façon, qui est plus capable, c'est ce qui se passe depuis quelques années, d'anticiper, de prendre des décisions, d'exercer sa solidarité, c'est quand même un véritable souci, on l'a vu. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, parce que le seul qui avait accepté cette idée, c'était Jacques Delors, qui a eu la gentillesse de présider mon dernier comité de soutien aux élections européennes, de dire oui, il y avait un autre chemin possible. Mais le seul chemin possible, si ce n'est pas cette dilution du projet européen, c'est davantage d'intégration. Est-ce que cette intégration sera à 27, 28, 29 ? Là aussi, c'est ça le vrai débat qu'on a devant nous. Qui veut y participer ? Qui veut aller plus loin ? Mais je crois qu'en plus, vous savez, le monde s'organise par grands pôles. Et moi, je souhaite même, et j'ai beaucoup travaillé pour ça, qu'il y ait une ouverture beaucoup plus forte vers le sud de la Méditerranée. Mais je pense que nous devons organiser un espace, qui est un espace économique, mais aussi un espace de valeur, dont on parlait tout à l'heure, beaucoup plus intégré. Mais Marine Lienemann, cette semaine, elle disait signer ce traité, c'est Munich. Je suis embarrassé pour commenter. Vous savez, ce qui est sénatrice PS, et une amie très chère. Mais ce qui est excessif est souvent insignifiant. Et franchement, quand on connaît l'histoire, Munich n'a rien à faire ici. Et au fond, est-ce que ça ne révèle pas, ce que dit Olivier aussi, une division profonde au sein de la gauche ? Finalement, vous parlez de Jacques Delors. Je rappellerai que François Hollande était président aussi et des clubs témoins avant 1995. Est-ce que finalement, cette seconde gauche, elle n'avance pas masquée au sein de cette nouvelle équipe gouvernementale, au sein de cette nouvelle majorité ? Est-ce que finalement, vous n'allez pas faire ce dont vous avez toujours rêvé ? Vous savez, ce qui s'est passé, dont j'étais très malheureux en 2005, mais qui a fait la victoire du non, c'est que des gens qui étaient très européens et ont été très mal compris, c'est mon cas, se sont associés à des gens qui ne l'étaient pas du tout. Ça a donné une majorité, mais ça a donné beaucoup d'équivoques, même si nous avions raison sur le fond. Et aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Donc vous me dites, il y a beaucoup de divisions. Moi, je pense qu'il n'y en aura pas tellement. Donc, il est normal de donner la parole. On est en démocratie. Il y a quelques-uns au groupe socialiste qui annoncent qu'ils vont voter contre. On voit les débats des Verts. On a vu la fête de l'humanité. Je tiens d'ailleurs à dénoncer extrêmement fortement, là encore, les sifflets sur la porte-parole du gouvernement, mais aussi l'impossibilité pour Caroline Fourré de venir débattre à la fête de l'humanité parce que des intégristes, parce que des violents ne veulent plus que dans ce pays, on puisse débattre correctement. Ça n'est plus admissible. Bon. Tout ça me semble en réalité assez marginal. On n'est pas dans le même cas de figure. Je crois que vraiment ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec beaucoup de prudence, on était très inquiets. Et il y avait beaucoup de raisons de l'être. L'étau est en train de se desserrer. Depuis quelques semaines seulement, on a plusieurs bonnes nouvelles qui sont arrivées. On connaît le mécanisme européen, alors pas encore celui qui doit se mettre en mouvement, mais enfin on sait la mécanique européenne, c'est lent. Donc il faut que ce soit confirmé, il faut que les décisions prises s'appliquent. Mais je pense, parce que quelle est l'affaire derrière ? C'est de refaire un peu de croissance. Les gens qui perdent leur emploi, les gens qui n'ont pas de perspective. C'est pas la méthode Coué de dire là que tout va mieux, tout va aller mieux bientôt ? Je crois pas. Je crois que tous les observateurs rigoureux le pensent. Les décisions de Mario Draghi sont très importantes. La décision de Karlsruhe est très importante. La possibilité que nous avons d'unifier cette supervision bancaire, c'est important. Le consensus des économistes dont BFM a fait la synthèse prévoit une croissance de 0% pour 2013. On ne peut pas dire que ce soit mieux. Je sais que vous prévoyez 0,8, mais... Non, ce sont les effets, je suis d'accord avec vous, de la situation qui s'est produite. Maintenant, je crois que les anticipations, vous savez comment ça fonctionne, vont commencer à changer. Je pense qu'on commence à avoir des nouvelles positives qui devraient permettre, il faut quand même qu'on y essaie, d'avoir mieux en 2013. Jusqu'il y a 2-3 mois, peut-être la première mesure avait été les 120 milliards d'euros, qui était quand même une bonne nouvelle. Jusqu'à présent, nous avions depuis un moment que de mauvaises nouvelles sur le front européen.
Et personnellement, pour en avoir beaucoup parlé avec lui et vu à quel point il s'y est consacré, parce qu'on parlait du temps de l'action politique tout à l'heure et de la présence de François Hollande dans le champ politique français. Moi, je considère que François Hollande a, de ce point de vue, bien fait son travail. Que ce soit la Grèce, que ce soit le Portugal, je le redis, l'Espagne ou l'Italie, c'est quand même aller plus vite que la palinodie des discussions entre Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. Et quand on est arrivé, on a trouvé la crise, encore la crise, que la crise et encore plus la crise. On va finir par l'école. On va vous réécouter parler d'un chiffre incroyable. Nos enfants travaillent 40 jours de moins par an qu'il y a 40 ans. On vous écoute. Nous avons perdu, par exemple, sachez-le, c'est notre responsabilité d'adulte, entre le CP et le CM2, dans les 40 dernières années, une année de classe. Et il y a encore 4 ans, la droite a supprimé une demi-journée de classe. Et donc, c'est normal que les enfants apprennent moins bien, puisqu'ils ont beaucoup moins de temps pour apprendre. 1 an en moins. En France, il y a, pour des élèves qui sont du CP au CM2, 140 jours de classe par an. La moyenne des autres pays, c'est 180. Alors, est-ce que face à vous, je vais être très franc, vous avez toujours le mammouth? Parce que vous nous avez expliqué tout à l'heure, Olivier, que vous aviez eu beaucoup de mal à la rentrée, à faire rentrer les professeurs un jour de plus. L'idéal, ça aurait été qu'ils rentrent un vendredi pour préparer l'école et que les élèves puissent commencer leurs cours le lundi. Vous avez raison, nos enfants, pour la plupart, ont commencé le mardi par une petite réunion d'information et les cours le jeudi. Alors, pourquoi y a-t-il cette résistance du corps enseignant, appelons un chat, à travailler davantage en nombre de jours par an? Je crois qu'on va y arriver. Je pense que les professeurs, parce que précisément on aime l'école, le président de la République, le Premier ministre, moi-même, parce qu'on connaît bien la réalité du métier qui est le leur, parce qu'on respecte profondément cette mission qui est la leur d'instruire, d'éduquer, de transmettre ces valeurs. La complexité aussi dans le monde d'aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, des tâches qui sont les leurs. Je pense que les choses bougent, c'est ce que j'entends ici ou là, c'est ce qui se passe dans la concertation. Mais ce n'est pas que les professeurs qui doivent bouger. Ils n'ont pas à résoudre tous les problèmes que la société ne veut pas résoudre. Parce que c'est ça aussi ces dernières années. On ne vous donne pas les moyens, on ne vous paye pas, mais on vous demande de régler tous les problèmes dont nous, on se désintéresse. Là, il s'agit du temps de travail. Mais je l'évoquais tout à l'heure. Ouais. Où étaient les adultes et les grands faiseurs d'opinion quand on a sacrifié 40 jours il y a 4 ans? Quand on a mis à mal la formation des professeurs, ça n'a pas fait la une des plateaux. On préférait désigner les femmes musulmanes. Les professeurs n'ont pas protesté non plus. Ils ont énormément protesté, et en particulier sur la formation, mais honnêtement, ce n'est pas ceux qu'on entend le plus. Je voyais, et je ne reviens pas à l'histoire du professeur dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, je le dirai tout le temps, je le dis tout le temps, l'éducation nationale appartient à tous les Français. Pas aux professeurs, pas aux ministres, à tous les Français, parce qu'elle est la France de demain. Les professeurs méritent le respect, ils ont aussi des missions de service public à accomplir. Et ils vont travailler plus. Et nous devons tous être autour d'eux, aussi pour les soutenir, pour les valoriser, pour mesurer ce qu'ils font. C'est le grand enjeu de cette école, je crois. Personnellement, je suis dans un moment où, surtout avec le soutien du président de la République, je pense que quelles que soient nos opinions politiques, nous sommes capables de nous rassembler autour de l'idée de changer l'école française pour que les élèves réussissent mieux. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir été avec nous ce soir. Merci, Christophe. Dans un instant, le journal de 20h vous sera présenté par Marc Hautement. Très bonne soirée à tous.